Bonjour à tous, à toutes ainsi qu'aux autres, nous sommes en compagnie de Sylvain Attiel, directeur d'A2PRL, bonjour. Bonjour. Alors commençons par vous présenter, vous êtes loin d'être étranger au monde de la radio, c'est un doux euphémisme. On va présenter un peu votre parcours, alors commençons par le commencement. J'ai lu sur l'un de vos profils professionnels que vous dites avoir découvert votre passion à l'âge de 10 ans. Comment tout cela a commencé? Quel a été le déclic? En fait, j'étais à ce moment-là élève de 6e. Il se trouve que le prof principal a la bonne idée de nous proposer un voyage en principauté d'Andorre. Il fallait quelques volontaires, hein. C'était pas toute la classe qui pouvait profiter de ça. Moi, j'ai tout de suite vu, sans trop savoir ce qu'était la principauté d'Andorre, l'occasion inespérée d'échapper au cours pendant une bonne semaine. Et donc, j'ai immédiatement levé le doigt. Et je me suis retrouvé dans cette aventure, au cours de laquelle on nous a fait visiter les champs de tabac, les chapelles romanes, ce qui, vous l'imaginez, pour un gamin de 10 ans est passionnant et motivant, jusqu'au moment où ça a été la rencontre, effectivement. On nous fait visiter d'abord l'émetteur de Radio Andorre, une immense machine, usine à ondes là qui était très très impressionnante, avec tout le mythe que représentait la radio à ce moment-là. On était au début des années 70. À l'issue de la visite de l'émetteur de Radio Andorre, puisque la principauté d'Andorre, sorte d'ovni constitutionnel, abritait les radios dites périphériques à l'époque, eh bien on nous fait visiter les studios de Sud Radio. Et là j'ai vraiment une sorte de révélation, ça s'illumine pour moi, ça s'éclaire, c'est ça que je veux faire. Il faut que ça soit absolument mon métier, à tel point que, assez volontairement, je pense, je me perds dans les locaux de Sud Radio. Le reste du groupe s'éloigne et moi je me retrouve scotché à la vitre en train de regarder l'animateur faire son émission. C'était la grande mode issue de Salut les copains et de ces grandes émissions mythiques des hit parades de fin d'après-midi, et c'était le cas. Il y avait un animateur qui s'appelle toujours Franck, qui présentait cette émission-là et qui me voit là scotché à la vitre, qui se lève et qui me rejoint et qui me demande qui je suis, ce que je fais là, si j'ai perdu mes parents ou quoi ou qu'est-ce. Et du coup, il voit bien que je suis très très intéressé finalement par ce qu'il fait. Et il me propose de m'asseoir à ses côtés et le rouge micro s'allume et c'est ma première interview. Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Mais enfin, pas bloqué par le micro, pas vraiment. Je crois que c'était tellement tout ça s'est enchaîné tellement vite. Bon, reste que au retour de ce voyage d'Andorre, je dis à mes parents, voilà, j'ai trouvé ce que je veux faire. Mais évidemment, comme tout parent qui se respecte, ils me disent passe ton bac d'abord et fais ton droit et après on verra. Parce que à l'époque, dire je veux faire de la radio, ça revient peut-être à dire je veux faire du cinéma aujourd'hui. Je sais pas, parce qu'elle était très très inaccessible. Il y avait 4 radios nationales importantes en France et pas la kyrielle de possibilités qui peuvent s'ouvrir aujourd'hui aux jeunes gens que ça intéresse. Et donc du coup, oui, cette histoire est loin d'être une anecdote. Et d'ailleurs, cette histoire avec la principauté d'Andorre, elle m'aura poursuivi, elle me poursuit encore, puisque bien des années plus tard, je suis revenu sur pourquoi cette radio, pourquoi était-elle là-bas, pourquoi n'y est-elle plus, etc. Et que ça a donné naissance à une grande enquête qui au départ était vraiment pour mon plaisir personnel et qui finalement est devenue un livre et qui me rapproche de la principauté d'Andorre, sur laquelle j'ai beaucoup de projets radiophoniques et en l'occurrence l'ouverture d'un immense musée international de la radio, mais on en reparlera dans quelques années. Vous parliez de parcours scolaire, passe ton bac d'abord. Du coup, quel parcours scolaire vous avez fait? Est-ce qu'il a été influencé par cette envie de faire de la radio, ou au final, est-ce que vous avez suivi ce que vos parents vous ont dicté? Alors, je dois dire que j'ai trouvé un juste milieu qui me convenait, c'est-à-dire que j'ai effectivement été inscrit à la fac de droit, mais je m'empressais de n'assister qu'aux cours absolument obligatoires pour aller faire de la radio, et c'était la période des radios d'abord pirates, oui. Je me souviens d'être parti avec une camionnette de vieux copains plus âgés et un groupe électrogène, un émetteur et des cassettes qu'on avait préenregistrées pour les diffuser depuis la frontière espagnole au-dessus du Pertus vers le Roussillon tout entier. On était persuadés que toutes les polices du monde et TDF nous recherchaient. En fait, on avait probablement 0 auditeur, mais c'était une aventure magnifique. Et puis derrière, immédiatement, il y a 1981 et la libéralisation de la FM, les premières radios qui se bousculent un petit peu de façon improbable. Finalement, tout ça rentre dans l'ordre, et puis c'est comme ça que c'est devenu mon métier, assez naturellement. Je pense qu'il pouvait pas en être autrement.
J'espère que c'est la preuve que quand on veut, on peut, et que les rêves peuvent devenir réalité. Mais je mesure aussi quelle est ma chance d'avoir pu mettre ce rêve à exécution en quelque sorte. Parce que justement, vous avez travaillé après donc dans des noms que nos auditeurs connaissent bien. Vous avez été animateur puis responsable des programmes à Radio France, France Bleu, si j'ai bien compris. Plusieurs stations de France Bleu, oui. Pour ensuite donc travailler à RTL, puis Sud Radio justement, où vous êtes aussi dans les coulisses en tant que concepteur d'émissions et directeur des programmes. Pas trop l'occasion de parler dans un micro finalement. Est-ce que ça vous manque pas un peu ? Oui, bien sûr. C'est toujours une frustration, mais on transfère ça sur les autres. Bon, en fait, on trouve toujours moyen quand on travaille dans une radio, de participer aussi ou là, de se faire plaisir. Au salon de la radio, par exemple. Voilà. Mais c'est vrai que, mais c'est vrai que j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à travailler en équipe, à imaginer les concepts, à les mettre en œuvre et en fait faire parfois de la radio par délégation, au niveau de la voix en tout cas. C'est oui, au final, comme vous disiez, vous écoutiez les radios, c'était aux Antilles, c'est ça ? Oui. Vous écoutiez une radio, vous hésitiez à savoir si c'était votre production ou pas, tellement c'était bien fait justement, mais où justement, au final, vous écoutez votre enfant sur les ondes. Alors, dernière question vous concernant, après on va passer à 2PRL. Si vous deviez me citer une fierté ainsi qu'une frustration ou un regret de tout ce parcours, quels seraient-ils, les deux ? Alors moi je trouve que j'ai une richesse, j'ai cette chance d'avoir vécu des aventures très nombreuses et très différentes. Je veux dire par là qu'il m'est arrivé de produire des magazines sur France Culture, comme Le Pays d'ici, au fin fond de la France la plus rurale qui soit, des rencontres, des portraits de gens avec lesquels j'ai passé des heures, un micro en main pour en tirer la substantifique moelle, comme dirait l'autre. Et d'un autre côté, j'ai fait des jeux d'une popularité énorme sur l'antenne de RTL. Tout ça, c'est à des lieux, c'est très différent. Et en fait, je me rends compte que j'ai toujours pris le même plaisir à faire ces produits, pourtant très différents les uns des autres. Finalement, je crois que ce que j'aime, c'est la transmission, c'est le tuyau que porte la radio. Après, le ton, l'écriture, le format du message, finalement, c'est quelque chose en plus. Mais voilà, moi, ce que je retiens, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a conduit, ce qui m'a passionné, c'est ça. C'est des expériences très très différentes autour de ce même monde de la radio. Quelque chose que vous avez manqué. Ouais, c'est d'être arrivé 10 ou 15 ans trop tard. C'est-à-dire, j'aurais aimé vivre l'âge d'or des grandes radios périphériques des années 60, 70. J'aurais aimé vivre l'arrivée des Beatles sur la radio, les yéyés, salut les copains, voilà, cette période où les parents le soir étaient plus souvent autour de la radio que de la télé, où les enfants emportaient leur transistor pour danser sur la plage en toute liberté. Voilà, ce moment où ce média était encore extrêmement fort, extrêmement mythique. Que j'ai vécu par procuration, parce que beaucoup de gens qui m'ont aidé à débuter en venaient, et j'ai beaucoup échangé avec eux, et au travers de Conquérant des ondes, que j'ai pris un grand plaisir à écrire, surtout parce que ça a été l'occasion de faire plein de rencontres avec les gens qui étaient pour moi des références. Voilà, si j'ai un regret, c'est ça, mais je peux c'est pas me reprocher d'être 15 ans plus jeune que ce que je suis. C'est pas quelque chose que vous auriez aimé faire et que vous avez raté le coche à ce moment-là, quoi. Non, pas vraiment. Après, je pense que j'ai eu cette chance de pouvoir toujours faire ce que j'ai eu envie de faire, de pouvoir choisir, d'arrêter les expériences que je trouvais soit peu intéressantes, dans lesquelles je commençais à m'ennuyer. C'est pas évident. Moi, j'ai beaucoup de gens avec lesquels j'ai débuté qui n'ont pas changé de maison, d'émission, de mission. Parce qu'ils s'y sentent bien ou parce que c'est confortable? Je l'espère pour eux, parce qu'ils s'y sentent bien sûr, mais c'est peut-être qu'ils aspirent au confort, finalement. Moi, je me suis toujours mis en danger, relatif, bien sûr. Je ne suis pas non plus totalement inconscient, mais ça m'a permis beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences différentes, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, au début de la conversation. C'est une des richesses, c'est d'avoir vécu autant de
de radios, fréquenté autant de gens différents, et de la grosse radio nationale à la petite radio associative, de la radio de service public à la radio ultra commerciale, de la radio jeune à la radio pour un public plus senior. J'ai à peu près tout décliné. Et ça m'a à chaque fois passionné. Du coup, passons maintenant à l'autre raison de ma présence ici, donc A2PRL, sur lequel on va se concentrer, parce que je sais qu'il y a d'autres activités ici. Est-ce que vous pouvez décrire A2PRL en quelques mots rapidement pour les auditeurs? Oui, A2PRL, ça veut dire Agence de presse pour les radios locales. Nous sommes une société, une agence de presse où travaillent des journalistes qui fabriquent, qui fournissent de l'information pour des radios qui nous délèguent cette responsabilité et cette diffusion. Le premier nom d'A2PRL, et ça donnera une définition à certains, c'est l'AFP Audio. En fait, c'est l'AFP, la fameuse mondiale et célèbre agence de presse, qui avait une branche audio dans son activité et qui a fini par l'abandonner, continue à se concentrer sur l'écrit et sur la photo et maintenant sur la vidéo, mais a abandonné sa tranche radio, qui a été ensuite récupérée par le groupe Lagardère, qui l'a rebaptisé A2PRL, et que le groupe Media Meeting a racheté il y a 3 ans environ. D'accord. Qui est une entreprise toulousaine. Et mais effectivement, ça a été ces 3 dernières années ont été l'occasion de refondre cette société complètement, aussi bien sur le catalogue des productions que sur la plateforme technologique. L'équipe a beaucoup évolué, nous avons déménagé, nous avons une stratégie différente et c'est à la fois une vieille maison respectable et on l'espère aujourd'hui une entreprise d'aujourd'hui et de demain. Quelles sont justement les étapes du processus de partenariat, par exemple on va dire pour un journal local ou une chronique si c'est plus simple pour vous, donc en partant du besoin chez le client jusqu'à la livraison du service? Alors d'abord, il faut savoir que pour aujourd'hui avoir une autorisation d'émettre, c'est-à-dire exploiter une radio sur le territoire français, il y a environ entre 6 à 700 fréquences disponibles, eh bien il faut signer une convention avec le CSA. Il faut d'abord répondre à un appel d'offres. Le CSA choisit parmi les candidats le projet qui semble correspondre aux attentes en termes de diversité, de sécurité économique, de paysage audiovisuel. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le régulateur de la bande FM. Et on signe une convention avec le CSA dans laquelle il est le plus souvent imposé de faire de l'information, d'informer le public. Je savais pas que c'était imposé, ça. Donc c'est une obligation pour les radios que de faire de l'information et généralement de faire de l'information locale aussi. Voilà. Alors les radios ensuite ont la possibilité de la créer, de la faire eux-mêmes, c'est-à-dire d'embaucher, de faire travailler des journalistes, de fabriquer des flashs locaux, des reportages, des couvertures d'événements sportifs divers ou variés. Elle a aussi la possibilité de déléguer ces productions à des entreprises comme la nôtre, ou de panacher évidemment, parce que couvrir une semaine d'actualité avec par exemple un flash d'actualité toutes les heures, c'est beaucoup de travail, et c'est souvent une charge qui économiquement n'est pas viable pour les petites PME que sont les radios en France. On connaît les 4, 5, 6, 10 grandes radios, les grands réseaux, Énergie, RTL, etc., et leur rédaction pléthorique, mais très souvent la majorité des radios, 95% des radios en France, ce sont des petites entreprises, souvent familiales, parfois encore associatives sur le statut juridique, et qui ont des petits revenus liés au marché publicitaire local et qui peuvent avoir 3, 4, 5 employés, mais pas 10 ou 15 comme il le faudrait parfois. Donc on fait appel à nos services et nous, notre job, c'est de fabriquer d'abord cette info en tant qu'agence de presse, n'est pas agence de presse qui veut, il faut être... faut avoir un minimum de rigueur, faut être sur la brèche. Voilà, et puis surtout il faut être homologué par le ministère de la Culture et de la Communication, donc il faut montrer patte blanche, faire on a un impératif, une charte à respecter. En l'occurrence, par exemple, le fait de n'embaucher que des journalistes professionnels qui ont donc qui ont un diplôme de journaliste, et puis de faire attention à l'info qu'on fait. Il faut que tout ça soit très déontologiquement géré. Et puis voilà. Sauf que on peut mettre des moyens en synergie, des moyens en commun. Il y a ici à A2PRL une 30aine de journalistes, et avec ces 30 journalistes, on fait l'information pour 160 radios en France. Parce que je sais pas si c'était j'ai répondu à la question. C'était pile la question. Très bien. Et du coup, justement, une fois que ces chroniques ou ces journaux sont faits,
Quels sont les moyens de livraison en fait de ces médias? Comment A2PRL s'intègre-t-elle avec la radio locale justement? Alors déjà, juste peut-être un mot pour dire comment on fabrique ces infos. D'abord, on a toutes les sources possibles et imaginables, les grandes agences de presse internationales, Reuters, l'AFP. Nous sommes abonnés à tous les journaux, et puis nous avons des journalistes qui travaillent, qui passent des coups de fil dans les différentes villes, auprès des différents acteurs de l'actualité. Nous avons certains de nos journalistes qui se déplacent, un bureau parisien qui est accrédité sur les grandes manifestations, et puis des envoyés spéciaux dès que l'événement ou l'actualité le nécessite, où que ce soit. Les journalistes ici rédigent leurs journaux, leurs flashs, leurs chroniques, leurs flashs sportifs, tout dépend de la spécialité, et partagent cette info. Elle est en synergie, c'est-à-dire que cette équipe de 30 journalistes travaille ensemble, même si chacun travaille pourtant pour des clients bien identifiés. Une information internationale sur un journal pourra intéresser plusieurs journaux en livraison finale. Tout à fait. Et ensuite, cette information est écrite, enregistrée. Les journalistes qui travaillent à l'agence sont des journalistes radio, donc ils ont non seulement une plume, mais aussi, et c'est indispensable, une voix. Et puis sont livrés sur un serveur FTP, rien de plus simple. Les radios qui pour la plupart aujourd'hui, enfin même quasiment toutes, sont évidemment numérisées, utilisent un logiciel de diffusion numérique qui est en capacité d'aller télécharger le dernier flash que nous avons mis à jour et de le diffuser automatiquement. Ça rappelle un peu le podcast, avec le principe de pouvoir aller récupérer la dernière émission, sauf que là ça passe par un FTP au lieu de passer par un flux RSS. Donc justement, est-ce qu'il existe des spécificités particulières, par exemple liées à l'accent, liées à des expressions locales qu'on pourrait avoir d'un journal à l'autre, vu que c'est des Bien journaux? sûr. Alors c'est une vraie difficulté, c'est-à-dire que les journalistes que nous employons ici, qui travaillent, qui sont au service de ces 160 radios qui nous font confiance, au-delà du fait d'être des bons journalistes, c'est-à-dire déjà de savoir travailler l'information, la hiérarchie de l'information, la façon de le présenter, doivent l'écrire, mais doivent aussi la dire. Et c'est vrai que ici on va s'adresser à des radios qui sont sur tout le territoire français, donc on a une exigence de neutralité au niveau de l'accent. Alors, je sais bien, on va pas rentrer dans le débat, est-ce qu'un accent c'est bien, est-ce qu'un accent c'est pas bien. Après, c'est le client qui choisit, donc c'est lui qui a raison. Il se trouve que c'est même pas le client, c'est le public qui choisit. Et que au-delà de quelques comiques marseillais, il faut reconnaître que l'accent ça passe pas très bien sur les médias. On peut le regretter. Moi-même, j'ai des origines catalanes, perpignanaises, roussillonnaises, et je suis très sensible à l'identité de nos régions, mais bon, c'est juste que dans les médias, en tout cas pour l'instant le chemin n'est pas fait, ça passe pas bien. Donc ça fait partie de mon job aussi d'être attentif à ça et de ne pas avoir un coup de fil d'un directeur d'une radio à Lille qui me dise qu'est-ce que c'est que ce tartarin de Tarascon que tu me mets à l'antenne, ou l'inverse, un Marseillais qui me dise mais je veux pas un ch'ti sur Radio Marseille. Voilà. Donc du coup oui, effectivement ces journalistes-là ont cette qualité-là. Et c'est vrai qu'il y a des spécificités locales qu'il leur faut intégrer aussi. Aller faire un flash pour l'Alsace, au bout du 3e nom propre, vous allez comprendre la difficulté. J'imagine tout à fait. Oui. Et puis chaque région a ses spécificités. Et puis dès qu'on rentre dans l'info locale, mais pour une ville, une région dans laquelle on vit pas, il faut se renseigner. Et petit à petit, ce sont des choses qui s'acquièrent. Et puis on a la chance d'avoir ici à Toulouse des gens qui travaillent à l'agence et qui viennent d'un peu partout, donc qui s'entraident. On sait qu'un tel est originaire de Bretagne, on va lui demander comment prononcer tel mot breton. Village, on a la chance d'avoir, puisqu'on sert aussi les Antilles, bien sûr, qui sont des départements français, et bien on a la chance d'avoir des gens qui ont une longue expérience antillaise, donc qui nous aident aussi à comprendre que la hiérarchie de l'information n'est pas forcément la même, à vivre le décalage horaire, à faire des choses pertinentes et qui correspondent aux attentes de nos clients. Et on n'y arrive pas trop mal avec l'expérience, avec des petits trucs et avec l'accumulation des compétences de tout le monde. Et donc du coup, pain au chocolat ou chocolatine? Et alors ça dépend pour quelle radio. Ça dépend pour quelle radio. Et du coup, on fait aussi des radios pour la Belgique. Et donc là, du coup, ça tente. Exactement. Et quelques verbes qui n'ont pas tout à fait le même sens. Voilà. Du Québec aussi ou pas encore? Pas encore. Mais qui sait. On a beaucoup parlé d'information, mais finalement, je crois qu'il y a d'autres types d'émissions aussi qui sont proposées par A2PRL. Oui, on est capable à A2PRL de proposer des radios en intégralité, clé en main. C'est-à-dire que nous avons aussi une équipe de
programmateurs musicaux, d'animateurs et de personnes qui vont, on appelle ça des traffic managers, des personnes qui vont gérer l'ensemble de l'antenne, y intégrer l'info, les jingles, enfin voilà, toutes sortes de choses, et nous sommes en mesure de livrer ce que nous ne nous privons pas de faire aux gens qui nous le demandent, mais qui généralement préfèrent rester anonymes. Nous sommes en mesure de livrer des radios clés en main, professionnelles, faites avec de gros moyens, et pourtant à des tarifs très très compétitifs et concurrentiels, parce que ce sont des moyens mis en synergie. Ouais. Il y a surtout une mutualisation des moyens pour plusieurs clients, donc oui, c'est ce que j'appelle la synergie. Pardon. Donc du coup, j'ai vu qu'en ce moment vous recrutiez, chose que je ne savais pas avant que vous avez envoyé le mail. Du coup, quels sont les profils et compétences que vous recherchez en ce moment parmi les auditeurs qui nous écoutent? Peut-être que des auditeurs qui nous écoutent, c'est très redondant dans la répétition. Donc parmi ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être qui seraient intéressés. Quels sont les profils que vous cherchez vraiment en ce moment? Alors 90% des salariés d'A2PAL et du groupe sont des gens de radio, hein, donc des journalistes ou des animateurs, des gens qui ont l'habitude du micro, qui ont déjà une expérience professionnelle, même si chez nous on peut continuer sa formation, et si évidemment les premières expériences sont les bienvenues. Notre effectif est relativement jeune d'ailleurs, parce qu'on pense que dans ce métier c'est important, et parce qu'on est une entreprise jeune aussi, mais voilà, oui, essentiellement des profils de journalistes ou animateurs radio, donc ayant de bonnes voix et peut-être une expérience déjà dans qu'il faut avoir le ton radiophonique. Et oui, bien sûr. Et oui, bien sûr, c'est un minimum. J'aurais pensé que sur les chroniques, ça serait un petit peu plus délié par rapport à l'info qui arrive. Oui, alors sur les chroniques, on va dire qu'on est un peu plus détendu, on peut s'autoriser des tons plus personnalisés que dans les flash infos, bien sûr. Mais encore faut-il avoir un rythme. Alors on a aussi une spécificité, c'est qu'on s'adresse à des radios parfois très différentes les unes des autres. Et une chronique produite à A2PRL doit pouvoir, si elle est bien conçue, bien faite, être diffusée sur une radio senior, on va dire, style nostalgie, ou d'un autre côté sur une radio ado. Bon. Ah oui, et donc il faut un juste milieu ça passe souvent par un bon concept. Oui, effectivement, la base quand même pour travailler chez nous ou avec nous, c'est quand même d'avoir une voix radiophonique. D'ailleurs, à l'ère où la radio à la demande a le vent en poupe, est-ce que vous pensez vous lancer dans l'expérience en tant que pure player? Parce qu'au final, vous avez dans les locaux une régie publicitaire, vous avez dans les locaux de quoi enregistrer, vous additionnez les deux, vous pouvez avoir un podcast avec des annonces. Et donc avoir de la rémunération via ça, parce qu'il faut être honnête, c'est à peu près le seul moyen. Au final, est-ce que vous avez ça dans les cartons? Oui, mais bien sûr qu'on a ça dans les cartons, comment ne pas y penser. Cela dit, nous considérons encore à notre niveau, hein, c'est-à-dire j'allais dire ultra professionnel, dans la mesure où il y a 130 familles qui vivent derrière cette société et qu'on fait pas n'importe quoi. On considère quand même que le schéma économique n'est pas encore assez mûr et assez implanté. Voilà. Donc aujourd'hui, l'essentiel de notre activité, ce sont des diffuseurs qui nous demandent la production de leur contenu. Eh bien écoutez, merci beaucoup, on a fait le tour. Merci de mes nombreuses questions. J'ai un peu dépassé de 10 minutes, comme d'habitude. Et ben donc du coup, j'espère qu'on se reverra à l'occasion. Eh bien, bonne continuation, bonne émission. Et merci.